bienvenue à notre webinaire consacré aux tendances retail. Je suis ravi d'être accompagné d'Elisabeth et Alexandra qui vont intervenir sur différents sujets. Sachez que ce webinaire est enregistré et que vous recevrez également la présentation qui est diffusée. Donc vous pouvez être complètement détendu derrière vos écrans et regarder les interactions que vont pouvoir nous faire Elisabeth et Alexandra. On va donc intervenir sur 3 pans, à la fois le panorama des tendances, également un retour sur le Popeye, Comeback étant sur le Popeye cette année, il nous a semblé assez intéressant de pouvoir continuer et vous présenter les différentes innovations qu'on a pu observer sur place. Et puis, quelques exemples de réalisation d'éco-conception et d'innovation qu'Alexandra va vous présenter. Vous pouvez également interagir sur le chat, on répondra à toutes vos questions en fin de séance. Elisabeth, je vais te laisser te présenter. Merci beaucoup Mathieu pour cette invitation. Donc, je suis Elisabeth Conny, fondatrice de Madame Benchmark. Et bonjour, Alexandra Cadayan, donc je suis directrice de clientèle chez Comeback Graphique et je collabore au quotidien avec de grandes marques, de grands annonceurs sur différentes problématiques de PLV. Elisabeth, je te laisse débuter. Merci Mathieu. Alors on va parler du panorama des tendances retail et puis on fera un focus sur la PLV et le salon MPV Popeye. Alors des tendances, on va parler de quelques chiffres concernant le retail. Alors d'où vient cette information ? Cette information vient de la société Madame Benchmark dont la mission est de collecter et d'analyser les campagnes de communication des 100 plus grandes enseignes en France. C'est un classement qui est établi chaque fin d'année par LSA et que vous connaissez tous à travers leur logo et qui sont là classés dans leurs différents secteurs. Alors, les dépenses de communication de la grande distribution. La grande distribution, c'est vraiment le premier secteur en termes de dépenses publicitaires en France. Ça se compte en milliards, ça se compte en un peu moins de milliards en 2020, bon, pour une raison que vous connaissez, mais on est quand même sur un marché à 7 milliards d'euros dépensés par les acteurs de la grande distribution, plus grand secteur dépensier en France en termes publicitaires. Alors, comment ces dépenses se répartissent ? Alors, on a peu l'occasion de voir tout le spectre des dépenses et c'est très intéressant. Et je remercie France Pub qui nous donne ce panorama complet et qui nous permet de voir, alors vous avez en noir 2020 et en bleu 2019, que finalement la communication du secteur de la grande distribution est très atypique. Elle reste une communication relativement traditionnelle. Pourquoi ? Parce que le premier poste de dépense de la grande distribution, ça reste l'ISA, l'imprimé sans adresse, donc le catalogue souvent promotionnel qui est déposé dans vos boîtes aux lettres. La promotion, c'est le deuxième secteur qui inclut la PLV, donc on reviendra dessus. Ensuite, ça étonne souvent, mais le courrier adressé, alors ça paraît énorme, oui, on est en milliards là, mais les courriers adressés, c'est toutes les campagnes qui sont adressées par Sephora, voilà, parce que vous êtes au programme de fidélité, vous avez un compte client. Aussi tous les courriers des opticiens, par exemple, qui vont vous demander, vous dire que c'est le moment de changer vos lunettes. Et aussi la grande surface alimentaire qui s'en sert pour relancer les clients, leur adresser des bons de réduction pour des opérations particulières. Donc c'est un gros secteur. Ensuite, vous avez un poste qui s'appelle Autre Marketing Direct. On est là à nouveau dans le catalogue, mais c'est le catalogue que vous allez voir en entrée d'hypermarché. Vous avez le catalogue que vous avez reçu en boîte aux lettres. Par exemple, les super pouvoirs d'achat de Leclerc en ce moment, mais vous allez avoir un catalogue bio et puis le catalogue jouet qui va être là, le catalogue des cadeaux et aussi tous ces catalogues qui ne sont pas diffusés par certaines enseignes en boîte aux lettres. Si vous arrivez un samedi matin chez Maison du Monde, vous avez souvent une palette devant le magasin avec tous les guides de l'offre Maison du Monde qui dépassent largement ce qu'il y a dans le magasin. C'est aussi les guides cuisine, les guides de bricolage qu'on va trouver chez Laurent Merlin ou chez Darty. Ensuite, vous allez retrouver les grands postes de ce qu'on appelle les médias classiques ou historiques, TV, radio, presse, affichage extérieur et cinéma. Cinéma qui a beaucoup souffert évidemment depuis un an, qui nous paraissent toujours très importants parce que quand on voit une enseigne qui arrive en télé, ça paraît très impressionnant, mais on le voit, c'est pas les postes où on dépense le plus
par rapport aux supports physiques vus précédemment. Ensuite, vous avez les supports digitaux qui sont segmentés de la façon suivante. Donc, ce qui arrive directement là, c'est Internet média propriétaire. Donc là, France Pub va mettre tout ce qu'une enseigne va investir en termes de brand content sur les réseaux sociaux, leurs sites, leurs applications, donc tout ce qui est vraiment propriétaire. Ensuite, vous avez un autre poste qui est Internet Search, donc Google et autres moteurs de recherche plus emailing. Et enfin, vous avez le display qui nous paraît très important parce qu'on le voit de près sur nos écrans, mais qui finalement s'achète peu cher en termes de contact et du coup n'est pas si important que ça, comparativement au poids lourd qu'on a vu précédemment. Alors si on zoome sur le podium des dépenses, on se rend compte voilà, que ça reste quand même des investissements extrêmement importants. 1,7 milliard sur les catalogues en boîte aux lettres, 1,5 milliard sur la promo, 900 millions d'euros sur les courriers adressés. Et donc là, on va retrouver l'APLV, dont on va parler aujourd'hui, en même temps que d'autres supports d'animation. Donc on va avoir dans ce poste-là la promotion au sens animation en magasin, jeux. Alors jeux, c'est à la fois en magasin et une partie sur Internet la plupart du temps, ou des jeux uniquement en digital. Tout ce qui est coupons, tout ce qui est jeux, tout ce qui est générosité. Donc un très gros poste, deuxième poste en fait de dépenses de la distribution. Alors si on zoome sur la PLV qui fait partie de ce deuxième poste, on voit effectivement pourquoi là c'est aussi important en termes de dépenses. Là on voit une opération assez classique de rentrée dans un hypermarché Leclerc, allée pénétrante, donc offre alimentaire de la rentrée. On passe l'allée centrale, deuxième offre sur le non alimentaire, la rentrée, les accessoires, etc. Et un relais de toutes les offres qui ont été communiquées en amont sur le catalogue boîte aux lettres, sur le catalogue digital, en email, sur les réseaux sociaux, et que Leclerc affiche extrêmement précisément, c'est-à-dire qu'on reprend vraiment la promo qu'on a vue en catalogue et on la magnifie parce que en parallèle en fait de la dématérialisation de la promotion, c'est extrêmement important de rematérialiser toutes ces offres que les gens ont pu voir furtivement en numérique ou qu'ils ont pu voir en feuilletant un catalogue, mais il est utile de leur rappeler l'offre quand ils sont vraiment dans leur parcours d'achat. Alors, estimer ce que pèse la PLV dans la promotion, c'est assez complexe. Je remercie l'association du marketing point de vente en France, Popeye France, de m'avoir communiqué des études à ce sujet. Mais voilà, quand on parle de filière de marketing point de vente, une étude de 2018 de Catalyse communiquée par Popeye montrait que le merchandising dans lequel on a la PLV pesait 1,4 milliard, dont 20% en exportation. Donc c'est vraiment une approche filière. Donc voilà, ça reste un poste d'investissement lourd et on va voir pourquoi d'un point de vue des consommateurs. Alors toujours par le biais du Popeye, on a accès à une étude d'Aris Interactive qui dit que la PLV, si on la compare à la publicité en télé, magazine, presse ou sur Internet, est la plus appréciée. Alors 30% disent, voilà, c'est pour chacune des affirmations, quelle est la pub qui s'applique le plus. Voilà, donc la pub en magasin, c'est celle que je préfère. Et en fait, c'est assez facile à comprendre, enfin, je sais pas si c'est facile à comprendre, mais souvent on reproche à la publicité d'être intrusive, de me parler de consommation au moment où je n'ai peut-être pas en tête des achats. Or là, c'est la seule publicité qui est là avec vous, avec celle qui est sur mobile, mais vraiment à vos yeux de manière très accessible quand vous êtes en train de faire vos courses. Donc c'est une publicité qui est vécue comme étant utile. Et pourquoi elle est utile? Ce que disent en fait en détail sur plusieurs items, hein, les consommateurs français, ils disent c'est celle qui m'incite le plus à acheter. Pourquoi? Parce que peut-être que l'innovation que j'ai vue en presse magazine ou en télé, ben, la PLV va me permettre par un présentoir de ressortir cette offre, de la mettre en avant et donc je ne vais pas l'oublier dans une offre pléthorique d'un supermarché. Donc elle m'incite le plus à acheter, elle est la plus utile parce que justement voilà, elle fait ce travail de rappel mémoriel. Elle est la plus convaincante, parce qu'on peut parfois tester, goûter ou voir vraiment les indications produits. La moins intrusive, ça c'est extrêmement important.
puisqu'on est en train de faire les courses, donc on se sent moins gêné en fait par cette intrusion. Et c'est celle qui capte le plus mon attention parce que je suis effectivement en train de choisir des produits. Alors, ce qui est important dans la PLV, c'est que le fait qu'elle soit appréciée, c'est son côté porteuse d'informations produits. C'est-à-dire qu'une PLV, souvent, va magnifier un attribut du produit, va signifier une nouveauté ou va signifier une offre. Donc, du coup, c'est vraiment ce que va retenir les Français à un niveau très, très élevé, c'est que la PLV a une capacité à m'informer dans une masse de produits et d'appels, packaging, etc., qui est extrêmement importante et perturbante, même si on y est habitué. Et du coup, la PLV va aider les clients à faire le tri. Et du coup, c'est comme ça que, en fait, les consommateurs considèrent que c'est ce type de publicité qui est capable de créer une plus grande proximité avec la marque. Parce que c'est au moment où j'en ai besoin que la marque elle prend la parole de manière un petit peu exceptionnelle pour mettre en avant une chose particulière dans le produit ou dans l'offre commerciale de ce produit ou du magasin. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait, quand on demande aux clients qu'est-ce qui va les inciter le plus à acheter comme levier, évidemment, ils citent les promotions, ça fait des décennies que les clients disent que c'est les promotions qui vont les plus décider à acheter un produit même s'ils ne l'avaient pas prévu. Ensuite, la distribution d'échantillons gratuits, tout ce qui va récompenser la fidélité, l'information produit, etc., des tests. Mais du coup, effectivement, dans tous ces cas, la PLV est le support d'information sur une promotion, le stand qui va permettre de diffuser des échantillons, le stop rayon qui va rappeler qu'il y a un cagnotage en cours sur un produit, etc. Et en termes de type de support, quand on leur montre, cette étude du Popeye va zoomer sur des choses qui sont très explicites, à savoir le présentoir. Donc le produit sort de son simple facing en rayon pour être magnifié et massifié en TG, en brèche promo ou dans les allées. Et puis l'aspect testeur, on pensera aussi effectivement beaucoup au secteur beauté, où effectivement le côté testeur va vraiment avoir un impact en magasin. Alors du coup, effectivement, la PLV, effectivement, elle va être le support des deux raisons en fait d'acheter et d'être fidèle envers les points de vente. Donc selon les études, c'est le prix, la promotion, la proximité est toujours là aussi bien sûr, mais le prix, la promotion, ça va être vraiment les déclencheurs. Donc selon les études, voilà, c'est l'un ou l'autre, mais en tout cas, c'est la PLV qui va pouvoir permettre de mettre en avant ces leviers. Alors, en termes de tendance, quand on parle de PLV, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au bout du bout, on a tendance à beaucoup voir les campagnes médias, les campagnes digitales sur les réseaux sociaux, etc. Mais au bout du bout, quand il y a un grand message à faire passer au niveau d'une enseigne, il y a toujours recours à la PLV. C'est totalement systématique. Alors la PLV, elle va être présente dans quasiment toutes les opérations commerciales. Donc là, c'est le calendrier commercial de l'AGSA, de la GSS, tout ce qui va être les grandes opérations communes, qu'elles soient calendaires, trafic et tout ça, tous ces marronniers. Et donc la PLV, alors, à part le Prime Day qui est l'opération commerciale d'Amazon, mais qui est sur ce calendrier parce qu'elle donne lieu à des ripostes des concurrents, et notamment en magasin, toutes ces grandes opérations sont accompagnées d'opérations PLV. Quand il y a une opération bébé dans un hypermarché, c'est peut-être la semaine du 3 pour 2 pour du produit alimentaire, mais on va vraiment mettre en avant l'opération bébé en utilisant la PLV et en balisant le plus proche possible de l'entrée du magasin et des grands flux des magasins l'opération. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que finalement la PLV peut être un média à la fois continu et le plus important d'une enseigne. On entend souvent, par exemple, Monoprix qui dit « moi j'ai 6 km de vitrine, c'est donc mon média principal ». Mais finalement, quand on regarde un magasin ébauché de janvier à décembre, il n'y a jamais de jour
sans PLV. C'est-à-dire qu'un magasin Yves Rocher sans campagne de PLV serait nu, serait peut-être à peine reconnaissable, parce que tout au long de l'année, que ce soit pour des opérations promo, que ce soit pour leur alternative au Black Friday, pour fêter leurs 60 ans, pour les innovations ou pour leur magnifique vitrine de Noël, et ben toute l'année, le magasin présente des campagnes PLV qui sont peut-être d'ailleurs leur premier poste de dépense et la meilleure en termes de nombre de contacts clients, la façon la plus simple et plus directe de parler à leurs clients et prospects. Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que un peu aussi au bout du bout, c'est-à-dire quand on rentre dans un magasin, ce qui est exprimé en PLV peut être vraiment le reflet d'une stratégie d'une enseigne. Je vous ai pris l'exemple de Carrefour, donc un relevé magasin qui est récent, qui date du 1er novembre. Et en fait, à travers tous les messages qui sont passés en PLV, donc qui sont plus ou moins pérennes, on va voir tout ce que Carrefour a décidé en termes de transformation d'enseigne depuis quelques années. À l'entrée du magasin, on a plusieurs messages. Là, sur un papier mono, la personnification en fait du magasin avec le numéro de la directrice du magasin qu'on peut joindre par WhatsApp. Tous les nouveaux engagements récents de l'enseigne sont magnifiés dès le début. Donc, il y a une espèce de prise de parole plus humaine en fait qui a été vraiment décidée depuis l'arrivée de Rani Bétier. On va voir aussi tout ce qui va être RSE. Donc la RSE de Carrefour, sauf si vous êtes quelqu'un de très très motivé et que vous allez vous lire le rapport RSE de référence qui fait 400 pages, PDF un peu indigeste, il y a eu des campagnes effectivement quand ils ont lancé ce programme Act for Food, mais s'il n'y a pas de relais et de concrétisation avec des preuves en magasin, c'est un discours qui n'a pas de sens et qui ne va pas toucher les clients. Donc là, concrètement, Act for Food, de manière très concrète, à côté des catalogues de la semaine, on va avoir des recettes qui sont adaptées à une consommation plus responsable et aussi des façons différentes d'accéder aux promotions avec un défi zéro gaspille de papier sur le catalogue. Et puis, de manière pérenne ou moins pérenne, en fait, des opérations qui vont la cibler les enfants. Donc, pour pouvoir jouer en caisse le mercredi au caissier à la caissière, une opération assez sympa. Et puis une opération, là c'est une préparation d'Halloween, tatouage, Carrefour et Yves Rocher dans la galerie commerciale. Donc voilà, on voit déjà beaucoup de choses qui traduisent cette mue stratégique. Toute la tendance de valorisation de l'offre locale, le dire c'est bien, mais le faire c'est mieux. Donc pour chaque magasin, une PLV qui est adaptée au style local de la région, avec une grosse mise en avant de produits dès le début du magasin. Et puis, en termes d'attente, on l'a vu tout à l'heure, les promotions, les prix, etc., sont ces dernières années mieux valorisés chez Carrefour, avec le rappel de tous les boosters là, qui étaient là sur un week-end, le week-end d'Halloween, donc hyper valorisés. Et puis les grosses opérations qui ont été communiquées en amont sur tous les supports que j'ai déjà cités vont être remises en avant à côté des produits directement et surtout en termes stratégiques, il va y avoir l'engagement de l'enseigne qui va être remis en avant là, à savoir la promotion c'est bien mais quand il y en a plus c'est moins bien pour le client. Donc s'il n'y a plus de produits, on s'engage à vous le retrouver et à vous le mettre à disposition. Pareil, là, un rôle important de la PLV dans une part de la stratégie de fidélisation de Carrefour qui va être la démultiplication des opérations vignettes et spend and get. Donc les opérations vignettes, vous connaissez, le petit collecteur, vous passez en caisse, on vous donne une petite vignette, vous les collez et vous avez accès à une marque qui est généralement pas vendue par Carrefour avec une forte réduction. Mais aussi ces opérations spend and get qui vont vous permettre si vous achetez 30 € à la caisse, d'avoir accès à un produit de bonne valeur, comme ce fer à repasser Roventa, avec 50% de remise. Donc c'est ce qu'on appelle les spend and get. Et aucune de ces opérations peut vraiment vivre les quelques semaines qu'elles doivent vivre et avoir du succès si elles ne sont pas présentées en dehors d'un rayon, dans un îlot, avec des présentoirs tout à fait adaptés
en termes d'offres et d'univers produits, puisque là on est sur du Lamarck, c'est un univers produit assez qualitatif et donc on ne peut pas mettre ça dans n'importe quel rayon. Dans le domaine alimentaire, ce qu'on appelle une UB, donc une unité de besoin qui a été communiquée en catalogue, elle va être totalement magnifiée là devant la TG avec un kakémono, et donc là il y a une mise en exergue très forte de l'opération et qui va lutter contre ce que j'appelle l'amnésie promotionnelle, c'est-à-dire le fait qu'on ait vu plein d'offres avant de faire ses courses sur internet, sur un email, sur l'application, des notifs, des catalogues, etc. Et que finalement notre capacité à en retenir beaucoup est limitée. Et du coup, voilà, une belle offre va être remagnifiée, et donc cette rematérialisation de l'offre va permettre d'aller au bout du bout de l'efficacité d'une promo. Et puis, bien entendu, des promotions au bon endroit pour dire que voilà, on œuvre à développer une bio à prix accessible. Donc là, c'est directement au-dessus de produits bio à prix accessible. Et puis, la concrétisation de la transformation. On avait des sacs plastiques et maintenant on a des sacs craft recyclables pour les fruits et légumes. Et enfin là, au bout du bout toujours de cette transformation avec des actes RSE, le partenariat avec Chef Club qui permet aux enfants d'apprendre de manière amusante à cuisiner avec Carrefour, donc ça c'est une exclusivité Carrefour. Cette offre, si elle avait été perdue soit dans les livres, soit dans les accessoires, jouets, cuisine, enfants, elle n'aurait pas été vue. Donc là, la PLV permet de sortir cette offre et de garantir son efficacité. En non alimentaire, on va retrouver la PLV dans un rôle aussi très important de balisage d'un rayon. C'est-à-dire que quand Carrefour fait en fait du textile, il est à ce moment-là, dans le calendrier commercial du textile, on est dans les mid-season sales, il va se retrouver face à des offres qui viennent de Gémeaux, de La Halle, de Kiabi, etc. Mais Carrefour a travaillé cette offre comme s'ils étaient un spécialiste du textile, avec un balisage complet. Donc là, on rentre dans l'univers du textile, on n'est plus dans l'alimentaire, on a des offres qui sont fabriquées et conçues comme les grands spécialistes du textile, et donc on arrive à déterminer une offre et un balisage susceptibles d'efficacité. Et puis, valoriser des produits toujours plus durables, éthiques, etc., avec la petite approche vue en télé, qui voilà, est assez traditionnelle, mais qui, je pense, a toujours une forme d'efficacité. Et enfin, 1er novembre, l'offre de Noël est toujours là. Donc là, on a de multiples objectifs à remplir. Donc on va s'appuyer en fait sur toute l'image qui a été créée pour l'opération qui va durer des semaines, donc qu'on voit en catalogue, on voit sur le site, etc. On va rappeler toutes les opérations qui permettent d'anticiper en fait les achats de jouets en novembre, parce que tout ce qui est pris n'est plus à prendre. On va se servir de ça pour travailler sur son image prix. Donc là, effectivement, toutes les enseignes se battent sur des prix qui sont, voilà, si vous trouvez moins cher, vous serez remboursé, etc. Donc c'est rappelé ici, ça a été martelé dans le catalogue jouet. Et puis, encore une fois, des offres magnifiées, parce qu'on va prendre un produit et on va le sortir de son rayon. Donc là, c'est les incontournables et les vedettes Barbie, qui en plus ont une offre de cagnotage, donc qui va être rappelée en fait aux gens quand ils vont venir faire la course. Alors sur le Popeye, qu'est-ce qu'on a pu remarquer? Donc des choses intéressantes. Je regarde là parce que je suis bavarde, mais je pense que là ça se passe bien, ça va. Alors les tendances sur ce Popeye, voilà, on était content d'y retourner et on a eu vraiment des grandes impressions en allant à la fois parcourir les allées, rencontrer les exposants et voir le grand concours Popeye Awards, où il y avait plus de 200 PLV qui étaient présentés, c'était extrêmement impressionnant. Alors, la première tendance, c'est très clair, c'est que voilà, quand la PLV elle est là pour capter l'attention, et on se dit, mais finalement, le digital est partout. Alors, aussi, quand on expose un peu plus des choses innovantes, mais c'était extrêmement impressionnant. Alors, dans le fichier qu'on vous enverra, on aura sans doute les animations là que je ne vois pas, mais voilà, ça c'est une PLV
je dirais assez classique de Coca, même s'il y a l'air d'avoir de la rétro-lumière qui permet de valoriser en fait les produits. Ce qui est hyper intéressant, c'est de travailler sur l'appétence produit, puisqu'on voit du Coca-Cola qui coule et qui, pour les gens qui adorent le Coca, rend voilà, donc très appétant en fait la présentation du produit. Ce qui est aussi important et qu'on voit aussi qui se développe vraiment dans les centres commerciaux, c'est la capacité des très très grands écrans à travailler sur un univers publicitaire. C'est-à-dire que là, pour Etam, on avait 3 vidéoprojecteurs laser qui sont synchronisés, qui se déclenchent automatiquement, et on arrive vraiment à retraduire tout un univers publicitaire d'une marque enseigne, à la différence d'un petit écran avec une seule image. Là, effectivement, toute la tendance des écrans communicants sans contact, alors sans contact est encore plus bienvenue depuis 1 an, mais là, c'est des jeunes filles qui s'amusent en fait en transformant finalement leur mobile en télécommande, à jouer avec Carrefour Voyage pour essayer de gagner un voyage qui est proposé par un écran, et donc on s'amuse et on essaye d'être la meilleure pour gagner le voyage. Et puis, beaucoup plus loin, finalement, c'est la PLV push. C'est le robot qui devient PLV et qui cible son travail. C'est-à-dire qu'on l'a programmé. Et le robot, c'est tout seul ce qu'il doit faire. Donc, s'il y a une personne qui arrive de tel côté, etc., il va s'approcher, il va diffuser un message, il va diffuser un QR code, etc. Donc ça, c'est une approche dynamique de la PLV. Et puis les bandes personnalisées que vous connaissez bien entendu, alors, ça existe depuis très longtemps, notamment les bandes jeux depuis très longtemps, gagné, perdu, avec une petite ampoule, etc. qui clignote. Mais aujourd'hui, on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus d'informatique derrière et de personnalisation. Et la bande aujourd'hui, en dehors de vous reconnaître avec votre carte de fidélité, de vous permettre de jouer, si vous avez un génécode qu'on vous a donné en caisse, etc., elle va permettre par exemple d'être connecté à une base CRM et de pouvoir vous permettre de télécharger avant vos courses des bons de réduction qui sont totalement personnalisés par rapport à votre historique d'achat. Et puis, toujours un travail de plus en plus sophistiqué pour améliorer tout ce qui est balisage, merchandising avec de la lumière et aussi de la théâtralisation qui a été bien mise en avant sur Popeye. Alors la deuxième tendance, parce que là on voit des dispositifs, on a un peu l'impression de se dire il suffit de mettre de l'argent et puis on a vraiment des choses extraordinaires, mais en PLV, la différence qui se fait, même si on est sur une PLV simple, en carton, etc., c'est la créativité qui va faire la différence. Donc voilà, ça va de choses très sophistiquées à moins sophistiquées. Voilà, là on est quand même dans un présentoir de stockage pour essayer de valoriser un maximum de bouteilles par rapport à quelques facings en rayon. Voilà, là on va créer un univers très personnalisé de cette marque de whisky. La PLV testeur, je crois qu'Alexandra va en parler, mais moi elle m'avait vraiment intéressée, mais je te laisserai en parler. Là, c'est une PLV qui est, voilà, le brief c'était qu'elle soit en matériaux complètement éco-durables. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'éloigne un petit peu de la massification, puisque en fait sur chaque PLV, le monument qui a été choisi correspondait à la région où cette PLV a été implantée. Et donc en Italie, c'était Rome qui était mis en valeur. Donc ça crée vraiment une proximité importante. Et puis là, une PLV qui a été déployée mondialement, une prouesse en fait, puisqu'on parle d'un tout petit packaging. On déploie un magnifique bouquet et qui va se finir dans une ville où on va retrouver les différents produits diptyques. Le côté aussi gigantesque fonctionne toujours en termes de créativité. C'est simple, ça donne envie, etc. Pour rappeler qu'il faut qu'on rachète du Nescafé, le fameux mug symbole de la marque. Et puis, un peu plus fun, les Ferrero Rocher qui vont tourner sur une grande roue. C'est simple, c'est basique, c'est forain, mais c'est sympathique. Et la troisième tendance, lourde, beaucoup de briefs l'exigent aujourd'hui, c'est l'éco-responsabilité. Donc pour remplacer certains panneaux traditionnels en bois, des matières qui vont être fabriquées à partir de 30% par exemple de PET recyclé, donc, et fabriquées en France.
et puis des produits qui vont être fabriqués à partir de biomatériaux qui vont être issus du bois. Des PLV éco-conçus en carton stratifié qui permettent 99% de recyclabilité. Donc on va retrouver notre PLV Evoca qu'on aime bien. Et puis une grosse tendance aussi de PLV solides, plus durables, voire réutilisables en bois, qui donne une très belle image aux marques qui les choisissent. Et enfin, l'utilisation du bambou, une matière à renouvellement rapide, a aussi été notée sur le copaille. Je vais passer la main à Alexandra qui va nous présenter des cas innovants. Je vais mettre à ta place. Ce sera Merci. Merci beaucoup Elisabeth. Donc pour le premier cas, je vais vous présenter en fait la démarche d'éco-conception autour de la PLV conçue pour Roger Cavaillès. Donc une démarche d'éco-conception en 7 points qui a commencé en amont du projet par une réflexion directement. L'idée c'était de créer une PLV qui ne laisse presque pas de traces. C'est que laisser aucune trace est impossible, mais l'idée c'est d'en laisser le moins possible. Donc c'est passé par le choix des matériaux recyclables. Donc on a utilisé du carton, du bois pour tout ce qui était plateau ici, du mélaminé pour tous les montants latéraux, du métal 100% recyclable. On a également supprimé tous les supports plastiques, dont les traditionnelles réglettes pour les étiquettes prix. Aujourd'hui, sur cette PLV, il n'y en a pas. Libre au point de vente de poser ces étiquettes. On a imprimé l'ensemble des supports avec de l'encre à eau. Et on voulait quand même conserver ce rendu très brillant, qui plaît tant, qui est fait généralement en pelliculage. Et on a remplacé le pelliculage par un vernis UV ultra brillant, qui a un rendu toujours aussi brillant, mais moins polluant pour la planète. On a également une fabrication française, donc une usine française. On a poussé encore plus loin, c'est-à-dire qu'on est allé choisir une usine à 30 km des entrepôts logistiques pour avoir le moins de transport possible. On a également optimisé la logistique, c'est-à-dire qu'en amont, dès la création de cette PLV, on a réfléchi au nombre de PLV qui seraient stockés sur palette pour optimiser donc le stockage palette, mais également au niveau de la cadence de livraison, intervenir uniquement avec des semis complets. C'est-à-dire qu'on remplissait les camions avant de livrer la logistique. Et ensuite, pour que la démarche soit la plus vertueuse possible, essayer de reboucler la boucle, on a agi sur tout ce qui est compensation de l'empreinte carbone, et ça se fait sur la partie transport uniquement, sur le site reforestation. Donc, par exemple, pour cette PLV, on a replanté 2 arbres. Et l'idée sur l'éco-conception, c'est également d'aider le point de vente au traitement de la fin de vie de cette PLV. Donc sur cette PLV, avec chaque PLV était livrée une notice de désossage pour aider à la recyclabilité et au traitement en fin de vie. Voici pour le premier cas. Le deuxième cas va venir illustrer le Figital comme aide à la décision, et plus spécifiquement ici en pharmacie, parce qu'on sait que les pharmacies, on est vraiment dans l'ère post-Covid, les pharmaciens sont sursollicités, on a peu de place par rapport à ce que présentait Elisabeth sur la grande distribution en termes de surface au sol, on est très restreint, et pour faire passer de nombreux messages produits, on a beaucoup de difficultés, c'est-à-dire que l'espace n'est pas extensible et qu'on a beaucoup de choses à dire, et c'est là où le QR code peut être très intéressant, c'est-à-dire que l'idée aujourd'hui pour conseiller, décharger le pharmacien et conseiller au mieux le client, c'est d'utiliser ce QR code qui renvoie vers une landing page mobile qui va permettre de donner plein de contenu, de la vidéo, les points clés, la posologie, pour rassurer le consommateur et l'aider à sa décision. Et pour le dernier cas, je suis très contente de vous présenter notre PLV testeuse qui est nominée au Popeye Award. On aura la réponse bientôt pour savoir si on a l'or ou pas. Là, le défi, c'était vraiment de séduire une nouvelle cible. Steve a sorti en 2020 une nouvelle tronçonneuse, mais une tronçonneuse qui s'adressait à un nouveau public. On n'est pas sur des gros bras, on est plutôt sur une cible féminine ou alors des amateurs de do-it-yourself qui n'ont pas l'habitude de ce genre d'outils. Et le défi, c'était comment séduire cette nouvelle cible et leur dire
Avec cette PLV, c'est simple. Et donc l'idée, ça a été, en plus de faire une PLV porteuse de produits, de faire tester directement en point de vente et en toute sécurité la tronçonneuse. C'est-à-dire qu'on a mis une PLV avec des tasseaux de bois sur les côtés. Le client, la cliente pouvait arriver, mettre son tasseau et tester sa tronçonneuse, la simplicité de découpe. Et donc ça accompagne également les revendeurs, donc non seulement ça leur facilite la vente et le discours, et en plus on avait prévu tout ce qui est récupération des morceaux de bois pour aider à l'évacuation. Voilà pour cette dernière innovation. Donc je repasse la parole à Elisabeth. Alors, sur les tendances en fait de PLV, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui pour un support qui est très historique mais qui ne cesse en fait de se développer et de s'optimiser. Donc, un point important finalement, c'est que pour moi la PLV est une réponse à l'amnésie promotionnelle. On est submergé d'offres et la PLV va permettre vraiment de reconcrétiser en agissant en point de vente, comme un rappel pour une innovation, produit, pour une offre, etc. Donc on peut avoir vu ça quelque part, mais on n'a pas forcément noté sur la liste de courses, on n'a pas forcément, comme certains promophiles, entouré les produits sur le catalogue et on n'est pas venu avec en magasin. Et du coup, c'est extrêmement important. Plus on digitalise, plus on rend un peu immatériel, plus la PLV va permettre de rematérialiser une offre, un attribut produit. Ce qui est important aussi, c'est de se rappeler finalement que cette PLV, même si elle est concrètement, physiquement en volume et parfois elle met en valeur de manière plus volumique une offre ou un produit, et ben elle est vécue comme moins intrusive parce qu'elle est au plus près des courses. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est, nous en tant que consommateurs, plus enclin en fait à accepter des arguments commerciaux, des arguments de vente, parce qu'on est vraiment dans le parcours d'achat. Donc pour des conseils, pour un rappel, pour l'inspiration, pour un meilleur prix, une meilleure promo, ça reste une façon moins intrusive de parler au consommateur. L'éco-conception, c'est vraiment une tendance qui commence maintenant à être un petit peu ancienne, mais vraiment qui a pris énormément d'ampleur. Du coup, l'usage de matériaux recyclés, l'éco-conception de A à Z, comme l'a expliqué Alexandra, c'est-à-dire qu'on va penser à la vie d'après la PLV, ça fait vraiment partie aujourd'hui de la majorité des briefs et on a pu le voir sur les présentations des offres au Popeye Awards. Et puis, on peut dire qu'on a toujours une technologie sans fin pour créer des nouvelles expériences en magasin et que donc on va créer des nouvelles expériences, surprendre les clients, etc. Donc ça va améliorer l'expérience, ça va rajouter de la surprise, de l'envie, etc. Mais finalement, au bout du bout, la créativité et la qualité d'exécution restent vraiment prépondérantes, à la fois pour des PLV toujours plus efficaces, mais aussi pour des PLV techno qui vont être plus écologiques. Merci Elisabeth. On va passer aux questions s'il y en a. On espère que ces différentes interventions auront été instructives et peut-être qu'elles vous ont fait réagir. Alors, il y en a deux sur le chat. Il y en a une trois même. D'ailleurs, une qui nous demande est-ce que le secteur de la GMS s'ouvre à l'éco-conception? Vous parliez de Carrefour, on a le sentiment qu'ils sont encore frileux sur ce sujet. Est-ce général ou grand distributeur? Elisabeth, est-ce que tu veux... Quand on a une politique RSE dans une enseigne, on a un devoir de passer graduellement toutes les sources d'émissions carbone, de gaspillage, de recyclage, etc. Et donc effectivement, les enseignes vont peut-être en premier lieu s'intéresser aux magasins. Donc il y a un énorme travail qui a été fait pour avoir des magasins plus responsables. Alors les LED, les armoires avec des portes fermées pour les congélateurs, etc. etc. Ils vont passer après sur des choses qui sont très impactantes. On parle en fait en termes de priorité. Donc les packaging par exemple des marques distributeurs. Donc les alléger, utiliser des meilleurs angles comme tu as pu le dire Alexandra. Le côté aussi emballage, donc voilà, c'est 20 ans que Leclerc a supprimé les
plastique à usage unique en caisse, et puis il est devenu après au papier, au sac qu'on pouvait remplacer, et puis aujourd'hui aux sacs en jute qui sont avec une matière plus recyclable. Et la PLV fait partie des objectifs, etc., avec un engagement plus ou moins fort des enseignes. Mais c'est un travail qui est aussi important de la part des enseignes et aussi des fournisseurs, puisque la majorité des PLV promo, elles arrivent quand même directement, soit dans le rayon avec des prêts-à-vendre qui vont porter des messages publicitaires, soit directement sur des palettes pour être mises en TG. Donc c'est un travail des deux parts, et voilà. Mais c'est une question d'objectifs au global, et puis on s'attaque au chantier quand on peut, transversalement, tout en parallèle. Et si on peut pas, il y a des sujets qui sont importants. J'ai pas évoqué le transport, mais c'est un travail qui est vraiment fait par les enseignes depuis longtemps et qui s'améliore. Mais la PLV est un vrai sujet, et c'est traité par bien sûr des acteurs comme Comeback, et c'est supporté aussi par des associations professionnelles comme Popeye France ou l'Institut du commerce qui travaillent sur ces sujets. Et d'ailleurs, on vit également avec nos annonceurs, finalement, qui eux vont distribuer leurs produits dans ces grandes surfaces. Eux nous sollicitent beaucoup pour justement supprimer tous les, souvent le plastique, dans le montage des PLV, qui sont des PLV souvent en volume, pour que lorsque le tri va s'opérer, ils puissent les mettre directement dans des bennes carton, et donc on n'a plus du tout de plastique. Et ça, c'est vraiment le cas chez les grands annonceurs, comme Danone, comme Mint ou autres, qui vraiment ne veulent plus du tout de plastique pour pouvoir recycler leurs produits, et sans doute que c'est d'ailleurs demandé également par les enseignes. Donc c'est un peu un jeu qui se fait entre les marques et les points de vente. Alors, d'autres questions. Combien de temps et de budget peut nécessiter la conception d'une PLV testeuse, comme vous l'avez présenté pour Style? Alexandra, peut-être Mathieu, peut-être reformuler la question. Je ne sais pas si Alors on a oui, parce qu'elle est globale, cette question, à la fois effectivement sur on parlait de temps de conception. Déjà on va répondre à cette question, et puis après sur la partie financière. de la PLV testeuse, de la fameuse PLV testeuse qui a été. Alors il y a un grand travail d'études en amont, déjà perdu plusieurs collaborateurs. C'est-à-dire que le fait de faire tester de mettre le produit en avant, ça peut être fait très simplement. Là, comme on était en fait sur un produit un peu spécifique, et notamment une tronçonneuse, on a eu un gros travail, un énorme travail sur le côté sécurité. C'est-à-dire que là, on a eu plusieurs mois sur la partie sécurité, ce qui ne serait pas le cas si le produit testeur n'était pas dangereux. Là, il y avait vraiment le volet sécurité qui a pris une grande partie du projet. Pour en savoir un peu plus, il faudrait demander au chef de fabrication qui s'en est occupé, mais il y a plusieurs mois sur la partie sécurité. Après, une PLV testeuse, ça peut être fait comme une PLV classique, il faut juste le penser en amont, et tout dépend après du nombre d'allers-retours, mais c'est quelque chose qui peut être mis en avant assez facilement. Après, en termes de budget, pour répondre à la seconde question, je ne vais pas divulguer le budget du client. Par contre, encore une fois, tout dépend des quantités, des matériaux utilisés. Là, on est sur une PLV haut de gamme, très statutaire, donc on est sur un budget assez élevé. Et elle est conçue pour durer un peu. Et elle est conçue pour durer dans le temps et rester en point de vente. C'est pas une PLV, c'est vraiment une PLV pérenne. Donc après, pareil, tout dépend du temps de vie de cette PLV, des matériaux utilisés et des quantités. Pour en savoir plus, demandez des devis, Alexandra. Et je répondrai experte en la matière. On a une autre question. On nous demande si on maîtrise totalement le sujet de la digitalisation des PLV, comme on a parlé avec Alexandra. Alors, on a effectivement travaillé, et on travaille aujourd'hui sur différents sujets. D'ailleurs, Comeback fait partie du groupe Affluence qui, au sein du groupe, a aussi d'autres agences, et en l'occurrence Nouvelle Vague et VIP, qui vont être aussi très, très digitales. Et donc, souvent, on travaille de concert, à la fois pour concevoir la PLV, soit avec des écrans, soit avec, comme Alexandra a pu vous montrer, là, le QR code, mais aussi on a travaillé sur la reconnaissance visuelle, par exemple, avec des applicatifs qui permettent de reconnaître le visuel de la PLV, et ensuite de nous emmener vers soit un mini-site, soit
un applicatif et qui permet là aussi de donner beaucoup plus de contenu. Et c'est vrai que le contenu dans notre métier aujourd'hui et dans la com, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et donc on est effectivement complètement à même de pouvoir travailler la digitalisation des PLV, d'ailleurs de tout type, que ce soit des très grosses PLV pérennes, mais aussi quelquefois des PLV beaucoup plus promotionnels, où de la même manière on va renvoyer sur de l'infoproduit ou un jeu qui va permettre de gagner une réduction ou autre. Un autre sujet, on nous demande si on parle de produits recyclés, mais qu'en est-il de l'upcycling? Est-ce qu'on maîtrise ce type de demande? C'est un vaste sujet, c'est rigolo Alexandra, c'est un sujet qui nous tient à cœur déjà depuis quelques temps. L'upcycling, en fait, c'est de pouvoir donner une seconde vie aux produits. Et aujourd'hui, il est vrai que tous les produits de la communication sont décriés, hein, on le voit souvent, vous polluez beaucoup. Alors, vous polluez déjà sur l'aspect visuel, hein, parce qu'on est aussi un peu critiqué sur le fait que visuellement, que ce soit dans la rue, dans les points de vente, finalement, pour certains, ça peut être un peu désagréable. Alors que si on l'enlève, la plupart des gens vont être complètement perdus. D'ailleurs, c'est un peu le paradoxe. Mais effectivement, on est aussi décrié sur que fait-on de nos produits. D'ailleurs, pour piloter le développement et les appels d'offres, je suis beaucoup sollicité lors des appels d'offres sur comment vous allez et quelles idées vous pouvez mettre en œuvre pour nous proposer justement une seconde vie à nos produits. Et donc on est en train de travailler sur différentes solutions. Aujourd'hui d'ailleurs on est partenaire avec par exemple une société qui, de par des bâches, va fabriquer des contenants et il va permettre de mettre les produits, surtout pour de la vente sur le web, et de pouvoir renvoyer ensuite cette pochette, et ils vont la reprendre ils peuvent lui donner un certain nombre, plus d'une dizaine je crois, d'allers-retours pour éviter de mettre à la poubelle. Et donc à la base, ce sont des bâches publicitaires que vous pouvez voir devant les points de vente. On travaille aussi là sur des idées pour pouvoir travailler, par exemple, on imprime beaucoup de tissus pour toutes les grandes toiles qui vont être dans les vitrines des points de vente. Et là aussi, on va pouvoir donner une seconde vie à ces produits en créant des trousses ou autres. Et puis on a un grand projet, mais comme il met un peu de temps à mettre, j'en parlerai pas ici, parce que sinon tous nos collaborateurs vont rigoler, Alexandre rigole, on en parle beaucoup depuis des mois. Et voilà, il n'est encore pas sorti, mais promis, c'est un projet qui nous tient à cœur et qui sortira très prochainement, on en parlera. L'upcycling. Exactement, vraiment sur le sujet de l'upcycling, ouais. On espère que d'ici le début de l'année, on puisse vraiment en parler très librement et d'avoir encore une fois des choses très tangibles et palpables, puisque tous ces sujets du RSE et de l'upcycling par exemple, s'ils sont que marketing, pour nous, ils n'ont vraiment aucun sens. Et donc aujourd'hui, c'est soit on a des vrais projets, des vrais enjeux et des vrais résultats, soit on ne le fait pas. Et donc, pas d'intérêt de faire de grandes annonces si dans 3 mois on en reparle et qu'on n'a toujours pas réussi à le mettre en œuvre. Voilà, on avait une dernière question sur le recyclage et l'éco-conception, mais je pense que tu as déjà répondu. Oui, et puis Alexandra avec l'exemple qu'elle a pu donner, mais il est vrai que de plus en plus, à la fois l'éco-conception est un vrai sujet, et d'ailleurs pour certains clients on organise vraiment des journées autour de PLV pour savoir comment et pour étudier avec eux comment on va pouvoir les éco-concevoir demain. Et donc ça aussi, c'est au-delà de l'aspect purement budgétaire qui était auparavant souvent l'un des seuls sujets. Cet aspect-là vraiment rentre au quotidien, et je pense que dans tous les briefs que vous pouvez avoir au quotidien, c'est un enjeu majeur. On ne sort plus les mêmes PLV qu'avant. C'est sûr, ça a beaucoup évolué. Parfait, mais écoutez, je crois qu'on a répondu aux dernières questions. Merci Elisabeth, merci Alexandra, vous avez pu comprendre ces sujets nous animent et à la fois le RSE et toute l'innovation est vraiment au cœur de ce que l'on aime mettre en œuvre. Mais au-delà de ça, voilà, c'était pour nous important aussi de pouvoir vous faire cette rétrospective, et vraiment un grand merci à Elisabeth pour ta participation. Merci Alexandra, parce qu'on sait que c'est quelquefois pas évident de se prêter à ce genre d'exercice. Et un grand merci à Alexandra d'être là. Vous avez été parfaite, c'est vrai. Et on vous remercie de votre attention et
On vous dit à très vite pour d'autres webinaires sur d'autres sujets. Merci à vous. Bonne Au soirée, revoir. merci.